pour moi, me vendre un vibrateur en me disant qu'il est écologique parce qu'il est en forme de feuille puis qu'il est dans un emballage en carton, pour moi, c'est un peu me prendre pour une valise. Tu sais, la plupart des manufacturiers, là, en tout cas, quand j'ai commencé, ils sont là pour faire de l'argent. Ils sont pas là pour améliorer la vie de leurs clients. Ils sont là parce que c'est une industrie qui est une industrie majeure. Pour moi, le problème, à l'origine, je pensais que c'était un problème purement esthétique. Les dahlias, je pourrais me mettre debout sur un dahlia au sol puis il briserait pas. Tellement c'est résistant. C'est vraiment juste au choc. Dans le fond, que la porcelaine est fragile. Si vous l'échappez sur un plancher de béton, de céramique, ou si vous le mettez dans l'eau bouillante pour le plonger dans la glace sèche, c'est sûr qu'il va éclater. Mais sinon, c'est un matériel qui est parfait parce qu'il réagit pas à n'importe quel type de lubrifiant. On peut le réchauffer, le refroidir. Donc, définitivement, est-ce que ça se brise? C'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a une garantie de 5 ans sur les produits de porcelaine pour rassurer le client, dire on y croit tellement que pour nous, ça ne nous dérange pas de te le remplacer gratuitement. Mais ils veulent juste les gâter un peu puis acheter un jouet aussi qu'eux trouvent élégant, un peu entre un mélange entre un collier de perles puis un bouquet de fleurs. Là. C'est à la croisée des chemins avec un petit twist coquin, mais c'est pas... L'allure de nos produits sont vraiment élégants, donc ça n'a pas l'air d'être juste un gros pénis en plastique avec une boule disco à l'intérieur, puis... Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers. Libérez la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Voilà. Bon, bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je te laisse te présenter. Que fais-tu? Enfin, qui es-tu d'abord et puis que fais-tu? Donc, je m'appelle Isabelle. Vous allez voir à mon accent que clairement, je ne suis pas d'origine française. Je m'excuse d'ailleurs si j'utilise des mots... Une excuse à avoir. Au pire, je te redemanderai si j'ai pas compris. Un lexique hors du lexique traditionnel, on reviendra sur mes mots. Je suis la fondatrice de Désirable. Désirable, dans le fond, c'est une compagnie qui design et fabrique des jouets érotiques axés surtout sur les principes du sensate focus, du slow sex, mindful masturbation, la masturbation pleine conscience. Là. On est vraiment sur la lenteur pour pouvoir profiter un peu plus du plaisir. Puis aussi, un des traits qui nous différencie beaucoup de tout ce qu'il y a sur le marché, tous nos produits corporels sont faits en porcelaine. Plus précisément, pour notre dildo pour le point G, c'est un dildo en porcelaine de Limoges, mais fait au Canada. Donc, on importe la terre de Limoges, puis on le fabrique au Canada avec une céramiste merveilleuse qui est allée apprendre justement à Limoges, comme la porcelaine classique. Parce que du coup, c'est un savoir-faire, finalement, moi je suis loin d'être experte en porcelaine, du coup, c'est vraiment un savoir-faire qui est reconnu même à l'étranger comme français? Ah oui, en fait, Limoges, c'est vraiment comme Champagne, c'est-à-dire que c'est un terme que tu ne peux utiliser que si tu utilises la terre et les savoir-faire traditionnels de Limoges. D'accord, donc c'est vraiment la terre, il faut qu'elle vienne de Limoges, en fait. Oui. D'accord. C'est un mélange. C'est sûr que les ingrédients qui sont dans la terre, de ce que je comprends, ne viennent pas tous de Limoges, mais à l'origine, c'était un mélange qui n'était disponible qu'à Limoges. C'est-à-dire que les porcelaines faites en Angleterre et ailleurs étaient faites à partir généralement d'os d'animaux. D'accord. Pour remplacer des ingrédients qui sont pas nécessairement disponibles partout, notamment le kaolin, qui est un ingrédient clé de la porcelaine, qui est pas disponible partout. Il était disponible en Chine, il était disponible en Nouvelle-Zélande et à l'époque à Limoges. Mais Limoges, c'est vraiment reconnu, en tout cas dans le monde de la céramique, comme
un des pionniers et un des centres mondiaux de céramique, là. Je pense que c'est en 1800-1900, il y avait comme 1100 fours à Limoges. Ouais, bah, pour moi, c'est les assiettes, quoi, Oui. les services de mamie. Voilà, mais c'est vrai que oui, après, il y a la porcelaine chinoise ou japonaise, ou Mm-hmm. voilà, et anglaise, évidemment. Mais ok, je savais pas que c'était aussi connu et voilà. Mais du coup, avant de partir sur la technique vraiment de tout ce que tu fabriques, comment t'en es venue à faire ça, en fait? En fait, moi, j'ai étudié à l'université en design industriel, design de produits aussi, qui est reconnu comme ça. Puis dans le fond, c'est un programme de 4 ans. Puis à la fin de la 4e année, on choisit un projet final, une problématique sur laquelle on veut travailler. Moi, j'ai été mis au défi par mes amis à l'époque de faire des jouets érotiques. Parce que je trouvais que ce qu'il y avait sur le marché, j'ai toujours fait des jokes sur des blagues, dans le fond, sur ce qu'il y avait sur le marché. Pour moi, me vendre un vibrateur en me disant qu'il est écologique parce qu'il est en forme de feuille, puis qu'il est dans un emballage en carton, pour moi, c'est un peu me prendre pour une valise. Puis j'avais acheté, entre autres, à l'époque, un nano pénien, un cock ring, avec un dauphin mauve dessus, puis je l'avais acheté, puis j'étais comme, mais je n'utiliserai jamais ça, là. C'est dégueulasse comme produit, ça me colle aux doigts. J'ai une odeur de voiture neuve quand je l'ouvre. Pour moi, c'était tout ce qu'on peut imaginer de pire pour un jouet érotique. J'étais comme, mais... Pourquoi tu l'as acheté alors? Pression, dans le fond, des amis. J'étais dans une soirée Tupperware de vente de produits érotiques à la maison. Ouais. Puis, j'étais comme, bon, ben, la vendeuse a quand même donné 2 heures de son temps, je vais y acheter quelque chose. Puis mes amis m'ont dit, achète celui-là, ça fonctionne super bien, tu vas aimer ça. Puis là, je l'ai acheté. Du coup, c'est un cock ring. Du coup, tu pensais l'utiliser avec un partenaire. Et avec le petit dauphin, c'était censé être pour toi, pour le clitoris, j'imagine. Exactement, pour le clitoris. Okay. C'est ça, je l'ouvre, puis l'emballage est hyper difficile à ouvrir. La texture du dauphin est collante. Tu sais, les plastiques collants, là, que tu viens de l'ouvrir, la poussière est déjà dessus. L'odeur était immonde. Puis en plus, il fallait rentrer un petit bolet vibrant dans le derrière du dauphin avec une corde puis une manette. J'étais comme, c'est sûr que ça rentre pas dans ma chambre à coucher. Il y a rien qui me turn off plus que ça. Donc, j'ai continué à faire des jokes sur les jouets érotiques pendant longtemps. Mes amis m'ont mis au défi, puis j'ai donc commencé. Pour moi, le problème, à l'origine, je pensais que c'était un problème purement esthétique. Pour moi, ce qu'il y avait sur le marché, surtout ce qu'on voyait dans les boutiques, c'était très grossier. Soit ça avait rapport à des animaux ou c'était carrément des pénis en plastique. Puis pour moi, j'étais comme, ça rejoignait pas ma vision de la sexualité puis de ce que devrait être une sexualité saine, épanouie, sans tabou. Donc, j'ai commencé, c'est ça, à regarder pour l'esthétique. C'était en 2012. Puis en faisant un peu plus de recherche, là, quand on regarde sur Internet, on voyait bien qu'il y avait des produits qui étaient plus haut de gamme, qui avaient une esthétique qui était plus recherchée. On parle entre autres, mettons, de Lelo, WeVibe, Jimmy Jane à l'époque, qui étaient quand même les pionniers dans l'esthétique plus design des produits. Puis, en cherchant un peu plus profondément, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'éducation sexuelle, premièrement. Puis, il y avait aussi un problème au niveau de la qualité des matériaux. C'est-à-dire que dans l'industrie des jouets érotiques, puisque c'est une industrie qui est très taboue, il y a aucune loi, aucune norme sur la qualité des matériaux qui est utilisée dans les jouets érotiques. Donc, toujours pas maintenant d'ailleurs. Enfin, après, ça dépend peut-être des pays, mais j'imagine que si tu parles là, tu parles du Canada. En fait, je parle de partout. Ouais, par exemple, un des gros problèmes dans les jouets érotiques, c'est les phtalates, qui est un additif plastique qui, dans le fond, dans le corps, une fois que c'est rentré dans le corps, parce que l'additif plastique est tellement instable qu'il va suinter en dehors du plastique une fois qu'il est injecté. Cet additif-là, surtout dans le cadre des jouets érotiques, va rentrer dans le système sanguin. Le cerveau va reconnaître ça comme une hormone, va donc le réacheminer aux organes génitaux et à la longue, c'est une accumulation des phtalates qui va venir atrophier les organes génitaux, soit amener le cancer, amener l'infertilité. Chez la femme, ça va se transmettre chez le fœtus. Enfin, les phtalates, c'est un gros problème. Ça, c'est surtout pas mal de plastique un peu avec la texture jelly, là.
Oui. Je crois. Et ouais, la plupart des plastiques, c'est pour ça que maintenant, normalement, c'est que surtout du silicone médical, quoi. Enfin, en tout cas, nous, tout ce qu'on choisit. Pour du haut de gamme, Ouais. oui. Si on va être sécuritaire, c'est définitivement du silicone grade médical. En France, par exemple, il y a une loi sur la quantité de phtalate qui peut être présente dans les jouets érotiques. En fait, dans tous les produits qui sont vendus en France. Chose qu'on n'a pas ici d'ailleurs encore, là. Tout ce qui est phtalate, ben, c'est interdit dans les cosmétiques, dans les jouets pour enfants. Je pense même dans les jouets pour chiens, mais ce qu'on se rentre dans le vagin, aucun problème. Puis en France, c'est ça, il avait fait une étude. Il avait testé des jouets érotiques qui sont vendus en France et en Belgique. Puis normalement, je pense que c'est comme 1 à 1,6% qui est toléré de phtalate dans les produits qui doivent être vendus. Puis certains jouets érotiques qui sont sur les tablettes allaient jusqu'à 16% de phtalate. Mais c'est pas... Oui, les lois sont là, mais les gens viendront jamais les appliquer dans le domaine des jouets érotiques juste parce qu'ils veulent pas se mettre le nez là-dedans. Oui, parce qu'il y a personne, pour l'instant, il n'y a pas encore de communauté de consommateurs pour vérifier ce genre de choses. Je disais ça là dernièrement dans une étude où justement sur le trou législatif là-dessus, que ce qui manque en fait, c'est les gens qui vont aller vérifier que les lois sont bien appliquées, quoi. Exactement. Je sais que il y a une norme ISO qui est en train d'être travaillée pour la qualité des jouets érotiques. Faudrait que je retrouve le nom de code, mais une norme ISO, c'est entre 5 et 8 ans de préparation. Là, de ce que je voyais la semaine dernière, il en était à peu près à la moitié. Justement sur la qualité des matériaux qui vont être mis dans les jouets érotiques. Donc c'est ça, soit c'est des phtalates qui sont cancérigènes ou qui amènent l'infertilité, ou c'est des jouets qui ne se nettoient pas, qui sont poreux, entre autres le jelly, comme tu parlais, c'est-à-dire que la matière qui est utilisée est remplie de petits trous, ce qui la rend impossible à nettoyer. Donc, souvent, ce que les manufacturiers vont faire, c'est qu'ils vont dire, bon, ben, le jouet est bon pour utilisation unique ou à utiliser avec un condom. On s'entend, personne lit les petits caractères sur le manuel d'instruction d'un jouet érotique. Tu l'achètes, tu le branches, tu l'utilises, merci, bonsoir. Donc, pour moi, c'est un gros problème. Et encore, il y a très peu de comment dire, mode d'emploi où c'est marqué que c'est conseillé de le mettre avec un préservatif. Quand bien même il sera en silicone médical, ils disent même pas que ce serait pas mal de mettre un préservatif en cas d'utilisation à deux ou plusieurs, quoi. Oui. Parce que bon. Voilà. Mais c'est vraiment, tu sais, la plupart des manufacturiers, là, en tout cas, quand j'ai commencé, sont là pour faire de l'argent. Ils sont pas là pour améliorer la vie de leurs clients. Ils sont là parce que c'est une industrie qui est une industrie majeure, que c'est facile les marges pour les boutiques puis les distributeurs, c'est des marges incroyables, là. Un jouet que tu vas acheter à 35 € a dû coûter 75 sous, j'ai pas le nom. Centimes. 75 centimes à ça c'est au niveau du fabricant. Après, il y a les intermédiaires, mais ouais, en effet, les marges sont quand même pas mal. Oui, puis tu sais, c'est... Surtout quand ils fabriquent eux-mêmes, ouais. Oui, fait que c'est assez incroyable. Donc moi, je me suis dit, parfait, je vais faire un ensemble d'outils qui vont être là pour amener des opportunités pour l'exploration corporelle. Parce que je trouvais qu'il y avait un gros manque dans le développement de l'intimité à long terme. Souvent, l'intimité dans les premiers mois d'une relation, c'est pas du tout un problème. La sexualité, ça vient assez vite, mais après plusieurs mois, on n'a pas vraiment d'éducation sur comment est-ce que tu travailles ton attirance dans le couple, comment est-ce que tu travailles ta sexualité, même avec toi-même, on n'a pas vraiment d'éducation, surtout les femmes, sur bon, parfait, ça serait bien que tu regardes ton vagin pour voir qu'il est normal, puis base-toi pas sur les vagins que tu as vus en pornographie, parce que tu vas faire de l'eau. Mais tu sais, il y avait plein de choses, beaucoup d'éducation que je trouvais qui manquait. Donc, avec des outils d'exploration corporelle, pour moi, c'était une opportunité de s'explorer. Donc, j'ai décidé de faire un explorateur vaginal qu'on appelle maintenant un dildo godliché, ou nous autres, dans le fond, c'est le Dahlia. Puis, on a fait un ensemble de pierres de massage parce que pour moi, un des meilleurs moyens de reconnecter avec son partenaire ou avec son propre corps, c'est le massage. Entre autres parce que le toucher peau à peau a beaucoup de bénéfices en santé mentale, puis en connexion. C'est vraiment quelque chose qui est implanté dans notre cerveau. Donc, les gens, ils veulent pas nécessairement faire des longs massages parce qu'ils ont mal rapidement aux mains.
Nous autres, on voulait faire des objets des pierres de massage qui vont permettre de masser pendant longtemps sans aucune technique, mais qui va quand même venir relâcher les muscles, puis maximiser le contact peau à peau. Donc, on a commencé avec ces produits-là. Ça, c'était mon projet. C'est les Adori, c'est ça? Exact. C'est les Adori. Juste, petite pause. Oui. C'est quoi l'origine de ces deux noms déjà? Dahlia et Adori, du coup, parce que je sais pas, Adori, j'ai envie, peut-être c'est le fait que je sois franco-japonaise, j'en sais rien, alors que je suis même pas sûre. J'ai envie de le prononcer Adori, mais j'en sais rien du tout. D'où ça vient? Parce que Dahlia, ça fait prénom, mais Adori, je sais pas. Adori, en fait, c'est aussi un prénom. On est allé s'inspirer des vieux prénoms québécois. D'accord. Pour vraiment aller chercher des noms pour nos produits, parce qu'on voulait des noms que si vous les cherchez sur Google, ils sortent facilement. Fait qu'il faut des noms qui sont pas nécessairement très connus, mais qui sont faciles à prononcer. On voulait aussi une prononciation qui vient chercher un peu le sentiment qui vient avec le produit. Donc, on y va vraiment avec la prononciation. Puis dans le fond, Dahlia, on a juste enlevé le H du nom traditionnel Dahlia. Puis Adori vient de adorer, qui est un vieux prénom québécois début des années 1800-1900. Il vient de... Comment t'as dit? Il vient de Adori? Adorer. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce que t'as changé? C'était un O aussi? On a juste changé la dernière lettre, c'était un E, on l'a changé en I. Ah, adorer, ok. Adorer, oui, d'accord. Pardon, j'avais pas bien entendu. Ok. Non, j'aurais pensé que ça venait d'Adrien ou non, pas du tout en fait. Adorer ou plutôt aimer ou enfin voilà, c'est plus ce style-là. Ok. C'est ça, on rejoue un peu avec les lettres pour le mettre à notre main, mais c'est basé sur des prénoms québécois. Trop bien. Ok. Et donc ensuite... c'est ça, j'ai fini mon projet final, puis je me suis rendu compte que clairement, si je voulais changer l'industrie, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de boutiques qui émergeaient avec des bonnes valeurs, des jouets sains pour le corps, mais je me disais, s'il n'y a pas de manufacturier qui travaille pour faire les produits, à un moment donné, ça va être assez limité. Puis, vu que les produits en plastique, il faut vraiment que tu fasses confiance à ton manufacturier parce qu'il peut écrire ce qu'il veut. Au final, sur l'étiquette, là, il n'y a pas de loi. Donc, moi, je me disais, comment est-ce qu'on sort du plastique pour offrir un produit d'un autre matériel que les gens vont faire confiance automatiquement? Puis, un de ces matériels-là, pour moi, c'était la porcelaine qui, oui, de premier égard, les gens vont penser que c'est fragile, mais la porcelaine, c'est un matériel qui est utilisé depuis des centaines, depuis des milliers d'années, puis qui se dégrade pas avec le temps. On met notre nourriture dedans. C'est tout ce qui est le plus intime en termes de contact. La toilette, il y a même des prothèses dentaires, des prothèses de hanches qui sont faites en porcelaine parce que c'est un des matériels qui réagit le moins s'il est implanté dans le corps. Fait que le corps, pour lui, la porcelaine, c'est juste de la pierre, il réagit pas. Fait que pour moi, la porcelaine, c'était vrai. Puis en plus, esthétiquement, c'est un matériel qui est magnifique, là. Qui a une élégance inhérente juste à la matière. Donc, on a décidé de lancer la compagnie avec des produits faits en porcelaine en 2013. Donc, ça fait Quand tu dis la campagne, c'est que du coup, là, c'était ton projet de fin d'études d'abord. Oui. C'était juste le design et tu n'avais pas encore fait la partie du coup matériel. Enfin, tu n'avais pas encore choisi le fait que tu allais le faire en porcelaine. C'était déjà choisi la porcelaine. Choisi. Oui. Ok, et finalement tu t'es dit, ça a tout de suite été logique la transition, c'est mon projet de fin d'études, mais je le fais aussi, en fait ça devient vrai et j'en fais une boîte et un projet entrepreneurial, ou il y a eu un laps de temps entre les deux? Ah non, c'était même à la moitié de mon projet. Je savais que je lançais comme business. C'est sûr que moi aussi, tu sais, si on regarde mon background personnel, moi, mon père est entrepreneur. Il a une entreprise avec 60 employés. Dans le fond, lui, il fait des systèmes de comptage de personnes pour les transports en commun. D'accord, ok. C'est très technique. Donc, rien à voir, mais entrepreneur quand même. Quand même entrepreneur. Il avait parti son entreprise dans notre sous-sol à la maison. Fait que, moi, j'ai vu beaucoup l'entreprise grandir. J'ai toujours su que je voulais partir de ma propre entreprise. Donc, pour moi, c'était juste une question de temps puis d'avoir le bon projet. Puis pour moi, ça, c'était le bon projet, surtout que j'ai quand même une facilité à présenter ça, surtout quand je le présente à des concours, à des bourses, à des investisseurs. Je le présente d'une manière professionnelle.
Ce qui fait que souvent, les gens s'attendaient pas à ça, puis j'ai eu des avantages, j'ai eu des bourses, des choses comme ça, juste parce que je le présentais bien, puis j'étais à l'aise de parler de vagin, des choses comme ça, mais d'un point de vue purement professionnel, là. Donc, ça a été assez direct pour moi, puis je me disais, je sors de l'école, j'ai pas de dette, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison à payer, fait que pour moi, c'est vraiment le moment idéal pour me lancer dans le vide puis essayer. J'avais peur aussi de manquer le bateau. Je me disais, si moi, je le lance pas là, plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir cette idée-là, assurément. Attends, j'ai compris, je crois, mais répète l'expression. J'avais Ouais. peur de manquer j'avais peur de manquer le bateau, ça oui, mais juste avant, j'avais peur de le roussi. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, j'ai oublié. Ah non, t'avais peur aussi, pardon. T'avais peur aussi de manquer le bateau. Ok, Ouais. j'ai cru que t'avais dit autre chose. Pardon. Ok. Mais ouais, non, bah clairement, pareil. Et donc tu te lances direct. Et là, tu m'as dit, t'as lancé ta campagne. Quand tu dis campagne, c'est crowdfunding, c'est quoi? Compagnie. Ah, compagnie. Ok, pardon. Il y a pas de Ok. problème. Donc il n'y a pas eu besoin de financement. Enfin, vous avez fait petit à petit en fait. Oui, mais on a commencé petit. L'avantage avec la porcelaine versus le plastique aussi, c'est que les moules sont beaucoup moins chers, vu qu'ils sont faits en plâtre, versus des moules d'injection plastique, ça peut être 60 000 $. Ah oui, d'accord. Oui, Un c'est vrai. moule en porcelaine, moi, j'ai appris à les faire sur YouTube. Mais on a parti quand même avec un peu d'argent, c'est-à-dire que après avoir fait design de produits, je suis allée faire 1 an au HEC, dans le fond, qui est une école de commerce à Montréal. Il y en a une aussi à Paris. Ouais. J'ai fait 1 an en entrepreneuriat. Puis, dans ce 1 an-là, j'ai pu participer à des concours de plans d'affaires, de business model. Puis, grâce à ça, j'ai récolté 35 000. D'accord. Ok. Ce qui m'a déjà aidé beaucoup à, de un, payer la première production, payer tout. Ça m'a aussi aidé à payer une employée pendant un certain temps au début de l'entreprise pour m'aider à justement lancer en grand, là. Un des problèmes, par exemple, qu'on a eu, c'est qu'on est parti trop tôt. Comment ça? Le marché était pas encore prêt Ah, d'accord. en Oui. 2013 pour ce qu'on vendait. Les gens étaient pas encore assez conscientisés, entre autres sur le slow sex, sur des produits faits locaux, sur des produits aussi santé. Puis on le voit vraiment là, l'émergence des boutiques qui sont axées sur des valeurs qui nous ressemblent beaucoup plus. Les boutiques ont ouvert dans les 2 dernières années. D'accord, Sinon, mais du coup, à qui tu vendais au début? Comment on t'as a trouvé vendu tes premiers beaucoup à clients? Montréal. Parce qu'on a fait des événements de design, des choses comme ça. On est passé aussi à Dans l'œil du dragon, qui est comme Dragon Den, qui est un show américain dans le fond, d'entrepreneurs qui viennent faire des pitchs à la télé. D'accord. Donc, Ah oui. on a eu plusieurs Je vois. ventes aussi qui venaient de là. C'est sûr que je te dirais, là, au début, là, c'était pas très rentable, là, comme entreprise, justement parce qu'on n'avait pas assez de ventes. Puis, un des gros problèmes dans l'industrie des jouets érotiques, c'est surtout pour les plus petites entreprises, c'est qu'on peut pas faire de publicité sur Facebook. Oui, je sais bien. Peut pas faire de publicité sur Ça n'a pas changé. Instagram. En fait, on peut pas acheter de publicité nulle part. Vous pouvez voir des pubs de Viagra partout, mais des jouets érotiques pour le plaisir féminin, ça, non, les gens sont pas encore prêts. Donc, il faut que ça soit du bouche à oreille. Donc, on a fait plusieurs événements. On a aussi, on a signé avec quelques boutiques en Amérique du Nord. C'est sûr qu'à l'époque, il y en avait pas beaucoup. Donc, c'est ça. Au début, vraiment, notre chiffre d'affaires était vraiment minuscule. On a fait d'autres travaux sur comme à côté pour s'assurer d'avoir un revenu, là, parce qu'on a quand même, on a appris à développer des sites web, on a appris à faire des moules, des choses comme ça. C'était quand même des talents qu'il y avait beaucoup de monde qui était prêt à payer. Mais ça a pris beaucoup de temps. Puis là, c'est ça. Là, on le voit. Là. Il y a plus d'entreprises qui sont fondées par des femmes en jouets érotiques dans les 3 dernières années. C'est vrai. Les boutiques qui suivent beaucoup. On le voit, là, ça émerge dans les 2 dernières années. Je crois, entre autres, à cause d'Instagram. D'une certaine manière, même si on peut pas faire de pub dessus, il y a énormément de contenu, et au moins éducatif, qui essaye de contourner la censure, c'est vrai. Ouais. Enfin, moi, clairement, je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont... Enfin, il y a eu pas mal les podcasts, mais aussi un peu Instagram quand même, ouais. Puis, qui m'ont aidé là-dessus.
c'est sûr qu'il faut contourner dans Instagram. C'est beaucoup du artistique, c'est beaucoup de l'informatif, mais ça fait quand même, je pense que c'est un groupe de femmes qui sont aussi très connectées. Puis sur Instagram non plus, tu vois pas qui suit quoi nécessairement, qui était un de nos gros problèmes sur Facebook, c'est-à-dire que les gens voulaient pas nécessairement nous suivre sur Facebook parce qu'ils voulaient pas que leurs collègues, familles, etc. voient qu'ils suivent une compagnie de jouets érotiques. On a beau avoir des belles valeurs éthiques, pour beaucoup de gens, c'est encore très tabou. Donc ça a été... Est-ce que, par exemple, pour... parler de toi au niveau du monde du design, par exemple, ou juste un peu en mode réseau, networking professionnel. Est-ce que tu en parlais, par exemple, sur LinkedIn? C'est une question qu'on s'est posée. Oui, j'en parlais. C'est sûr que au niveau du design, moi, j'ai eu des bâtons dans les roues quand j'ai fait mon projet à l'école, parce qu'il y a beaucoup de monde qui était très mal à l'aise à ce que une jeune fille de 23 ans, 24 ans, design des jouets érotiques. Puis même, je sais qu'il y a des designers industriels à Montréal qui designent des jouets érotiques, mais il y a personne qui l'affiche officiellement. C'est encore extrêmement tabou dans le domaine de design industriel, très mal perçu. Je vous dirais, les gens qui l'ont le mieux reçu, c'est les gens en business. Parce qu'ils voient l'intérêt économique derrière, en fait. Ils voient l'intérêt économique, mais ils voient aussi que c'est monté comme n'importe quel autre business. Tu sais, il y a des revenus possibles, il y a des clients possibles. Notre business model était quand même assez solide aussi. Puis, je suis une bonne présentatrice aussi en pitch. Fait que souvent, les gens en affaires vont mettre plus leur confiance en la personne qu'en le projet. Fait qu'ils voyaient quand même que j'avais grandi dans un milieu entrepreneurial, que j'étais capable de trouver des solutions facilement, puis que je connais mon produit de A à Z, littéralement. Donc, ça, pour les gens en business, c'était moins malaisant. Puis pour beaucoup de gens, ça leur fait des surprises. C'est-à-dire que je vais les rencontrer dans un 5 à 7 de networking, puis ils vont faire « Ah, tu fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneur. Oui, tu as une compagnie en quoi? En jouets érotiques. » Puis là, ils s'attendent pas à ça, là, de visage. J'ai l'air d'une fille qui fait des cupcakes dans sa cuisine. Donc, ils vont poser plein de questions. Puis aussi, j'ai fait beaucoup de conférences justement à HEC suite à ma diplomation, si on peut dire, là. Donc, moi, j'ai toujours mis de l'avant. Mes parents aussi ont toujours été à l'aise avec ce que je fais. Donc, pour moi, c'était un moyen aussi de faire grandir de faire poser plus de questions aux gens. Tu sais, si je l'affichais pas, les gens n'auraient pas posé de questions, là. Puis sur LinkedIn, je suis pas très active, là. Comme je vais avoir des connexions avec les gens que j'ai rencontrés dans des conférences, dans des choses comme ça, mais sinon, j'irais pas chercher des nouveaux contacts sur LinkedIn pour le fun, là. Non, mais c'est plus une question par rapport à est-ce que ça aurait pu être un moyen de bouche à oreille différent, de parler de ton entreprise ou du fait que tu participes à un événement ou un autre. Si on peut pas passer par Facebook ou Insta, est-ce qu'on peut passer par ça pour d'autres raisons? Mais après, c'est vrai que toi comme moi, on est plus sur... on s'adresse à des particuliers en tout cas les produits s'adressent aux particuliers, donc mais ça peut être un moyen comme un autre pour trouver des salons ou je sais pas. Mais... entre autres, j'ai fait un TEDx, une conférence j'avais pas vu. Ok. À HEC Montréal sur la pression de performance. Dans le fond, tu sais, pour moi, oui, il y a l'entreprise, mais c'est aussi beaucoup d'éducation du public. Puis je me suis rendu compte que souvent, tu sais, si je vais faire une présentation juste pour vendre mes produits, ça les vend jamais aussi bien que si je parle de tout mon message, de toute l'éducation. Puis après, même si j'ai pas mentionné mes produits 2 secondes, les gens vont revenir à la fin et vont faire « OK, je vais t'acheter, peu importe ce que tu vends, je vais l'acheter. » Mais on n'a pas parlé des produits, là, on a juste parlé de la qualité de la sexualité, de comment travailler l'intimité, de la pression de performance, des choses comme ça. Puis ça m'a permis, ces espèces de petites conférences-là, ici et là, de vraiment ouvrir la vision des gens. Mais c'est sûr que les premières années, c'est vraiment les salons de design, les foires commerciales un peu plus petites, là, parce que on a essayé des foires commerciales de jouets érotiques à Toronto, entre autres, là, que c'est juste des boutiques puis des vendeurs de jouets érotiques. Puis on était tellement en dehors de ce qui se fait sur le marché que les gens arrivaient puis ils nous demandaient pourquoi est-ce que ça vibre pas. Si ça vibre pas, ça sert à rien.
Ah, si ça vibre pas, bah oui, évidemment. Ouais, c'est ça que nous, on essaye on se rend bien compte qu'on vend principalement des choses vibrantes, quoi. Et à la limite, ce qui n'est pas vibrant, ça va être des plugs, tu vois, qui s'achètent plus facilement. Mais le God Michet, du coup, pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais t'interroger aussi, pour savoir à qui tu vends, qui s'intéresse à ça, quelles questions on te pose, et du coup, quelle est la réaction face à la porcelaine? Parce que c'est des questions aussi que moi j'ai posées, tu sais, à Ariane quand j'ai demandé alors les techniques, etc. Est-ce que c'est fragile, pas fragile? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? La première question qu'on recevait beaucoup, à l'époque où est-ce que le dahlia était glacé, il était comme plus vitrifié à l'extérieur. Là, maintenant, il est mat. Mais c'est pas fragile parce que l'impression de tout le monde avec de la porcelaine, c'est des assiettes de grand-mère qui cassent. Mais en utilisation, la porcelaine, c'est un matériel qui est extrêmement résistant. Les dahlias, je pourrais me mettre debout sur un dahlia au sol puis il briserait pas. Tellement c'est résistant. C'est vraiment juste au choc. Dans le fond, que la porcelaine est fragile. Si vous l'échappez sur un plancher de béton, de céramique, ou si vous le mettez dans l'eau bouillante pour le plonger dans la glace sèche, c'est sûr qu'il va éclater. Mais sinon, c'est un matériel qui est parfait parce qu'il réagit pas à n'importe quel type de lubrifiant. On peut le réchauffer, le refroidir. Donc, définitivement, est-ce que ça se brise? C'est une des questions qu'on reçoit le plus souvent. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a une garantie de 5 ans sur les produits de porcelaine pour rassurer le client, dire on y croit tellement que pour nous, ça ne nous dérange pas de te le remplacer gratuitement pendant une période de 5 ans. Aussi, une autre des questions qu'on a beaucoup maintenant qui les m'a, c'est ça doit être froid. Juste parce que, je sais pas, les gens, pour eux, assument que la porcelaine, c'est froid, mais la porcelaine, c'est toujours température pièce. Donc, c'est sûr que comparé à votre corps, c'est un peu plus froid, mais ça se réchauffe assez vite. Excuse-moi, j'ai oublié le reste de la question. Non, mais c'était ça. Et puis surtout, donc les questions qu'on te pose, finalement le côté technique de la porcelaine et aussi par rapport à la forme, par exemple, et qui sont finalement, qui ont été tes premiers clients-clientes et qui sont-ils maintenant? Est-ce qu'il y a une évolution? Pas du tout, à part le nombre évidemment. Voilà. Les clientes, en vrai, ça a été une surprise pour moi quand on était justement dans les foires de design. C'est des clientes de 55 ans et plus. OK. Parce que les clientes de mon âge, à l'époque, 25-30 ans, étaient trop malaisées d'acheter le produit. Ils étaient trop gênés. C'est pas forcément par rapport au fait que ce soit en porcelaine ou que ce soit non vibrant. Moi, j'allais dire peut-être que celles de 25 ans voulaient absolument quelque chose qui vibre. Mais non, elles auraient rien acheté du tout, en fait. Ouais, ils ont juste... Ils étaient juste gênés de voir des jouets érotiques dans un endroit qui n'était pas censé d'en avoir. C'était pas une boutique érotique où est-ce qu'on vendait. Puis, depuis ce temps-là, dans le fond, on s'est rendu compte qu'on a 3 clientèles types. On a généralement la femme dans la trentaine, justement, tu sais, qui veut prendre soin d'elle, qui est un peu plus au courant de la qualité des matériaux, des choses comme ça. On a les conjoints de femmes souvent qui ont accouché ou des choses comme ça, qui veulent aider leur partenaire à comme reprendre, pas reprendre quoi leur sexualité, mais ils veulent juste les gâter un peu puis acheter un jouet aussi qu'eux trouvent élégant, un peu entre un mélange entre un collier de perles puis un bouquet de fleurs, là. À la croisée des chemins avec un petit twist coquin, mais c'est pas... L'allure de nos produits sont vraiment élégants, donc ça a pas l'air d'être juste un gros pénis en plastique avec une boule disco à l'intérieur, puis 4-5 embranchements qui vibrent, là. Fait que pour les conjoints aussi, c'est des produits qui sont très rassurants, si je puis dire, là. La taille est quand même petite, etc. Puis un autre de nos segments de clientèle, c'est vraiment les dames plus âgées. Soit les enfants sont partis de la maison, veulent redécouvrir leur sexualité, leur mari est décédé, ils sont divorcés, on a même quelques clientes qui se remettent d'un cancer. Puis à ce moment-là, les parois du vagin sont extrêmement fragiles, puis ils font des réactions à presque tout. Dès que tu as de la teinture dans un produit ou que c'est un matériel qui est pas complètement sain ou hypoallergénique, ils vont faire des réactions. Alors le nôtre,
Il n'y a pas de teinture dans le modèle classique, il y a pas de couleur, rien. C'est un des seuls produits qu'ils peuvent utiliser. Puis aussi, c'est utilisé par les nouvelles mamans pour faire des massages internes, puis comme progressivement réouvrir l'ouverture du vagin. On a découvert plein d'utilités avec le temps, justement parce que c'est une forme qui est à double utilité. On a voulu vraiment s'assurer que les deux côtés du produit peuvent être utilisés versus avoir juste une base puis t'as juste un bout que tu utilises. Là, on se disait, bon, ben, les deux peuvent être utilisés, les deux sont lavables hyper facilement. Puis il y a deux tailles différentes, du coup, il y a une partie qui est plus fine, quoi. Puis c'est ça, il y a une partie aussi, l'embout est plus pointu, l'autre, pointu, plus précis. L'autre, l'embout est un peu plus rond, fait que ça permet vraiment une mixité des sensations. Puis on l'avait pas fait vibrant justement contre la pression de performance, mais aussi question du point G, c'est vraiment une question de pression. Beaucoup plus que de vibration, c'est vraiment juste une pression continue au bon endroit. Fait qu'à ce moment-là, la porcelaine, puis l'embout plus effilé qu'on a fait, c'est vraiment pour le point G, parce que s'il est trop petit, la plupart des gens le trouveront pas, versus s'il est plus gros, ben à ce moment-là, c'est plus facile à trouver, mais au moins avec un embout effilé, même s'il est petit, c'est quand même facile d'aller appuyer sur la bonne zone. Ok, et est-ce que tu peux expliquer du coup pourquoi il y a le dahlia classique qui est tout blanc, oui. Et pourquoi il y a d'autres versions, donc par exemple le Miss Bourguignon, et j'ai oublié les autres noms, qui ont des designs différents, oui. Des illustrations ou un dessin qui fait un effet de texture. Et comment c'est fait, parce que Ariane m'a expliqué et je trouvais ça dommage que vous en parliez pas plus sur le site. Oui, ben justement, elle me disait ça, on va essayer de le rajouter sur le site. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que vu que c'est tout fait à la main, c'est coulé dans des moules, la porcelaine, c'est assez imprévisible. Dans le fond, on fait de notre mieux pour couler l'objet parfait. Puis notre céramiste est une céramiste, Madame Bousquet, qui est d'une précision légendaire. Elle ne sort que des produits parfaits, ou elle les sort pas de son atelier. Elle veut pas mettre son nom dessus. Puis, au cours de la fabrication, il y a quelques unités qui, dans le fond, vont présenter des défauts purement visuels. C'est-à-dire que la terre va sécher trop rapidement en rentrant dans le moule, va faire un effet de vague. Mais l'épaisseur de paroi est bonne, la forme est bonne, etc. C'est vraiment des défauts purement visuels. Puis pour moi, d'un côté écologique, je trouvais ça aberrant de jeter de la porcelaine simplement pour des problèmes visuels. Surtout que la porcelaine n'est pas recyclable. Oui, c'est un matériel qui est renouvelable, qui est pas issu du pétrole ou rien, mais une fois qu'elle est cuite, on n'a pas d'installation en Amérique du Nord pour la recycler. Donc, moi, je me disais, on les jettera pas, là, ça fait pas de bon sens. Le produit est là, c'est juste une question de finition. Fait qu'à ce moment-là, on a décidé de faire des éditions spéciales où est-ce qu'on va venir rajouter du glacis par-dessus le produit pour venir faire soit un effet marbre, des points bleus, des éditions spéciales avec des artistes, ou est-ce qu'on va venir décorer un peu plus le dahlia pour venir camoufler un peu ces défauts visuels-là. C'est sûr que on les vend plus cher parce que c'est 2-3 étapes de plus que le dahlia régulier, parce qu'ils sont tous peints à la main. Chacun des motifs est peint à la main dans notre atelier, puis après ça, il faut les recuire une 3e fois, parce qu'ils ont déjà été cuits 2 fois. Donc c'est ça, on fait quelques éditions spéciales. Là. Nos plus classiques, c'est vraiment le marbre et l'œuf d'os, le pluie cobalt qui est avec des points bleus. Puis cet été, on a décidé de faire une association avec une artiste de Montréal, une illustratrice, pour faire une édition spéciale avec les siens. Mais ça nous permet comme ça de vendre, dans le fond, rajouter de la valeur à des produits qui, à la base, en avaient moins. Comme ça, on diminue de beaucoup nos pertes aussi de production, parce que, tu sais, ils sont produits, on les jettera pas. C'est un peu... Non, mais c'est génial, parce que vous avez pas de perte à la production, quoi. Ou en tout cas, on les diminue beaucoup. Ouais. Un autre item, dans le fond, pour garder la forme à la cuisson, pour garder l'angle exact du dahlia, notre céramiste n'a pas le choix de couler aussi une base qui va être cuite en même temps que le dahlia, parce que la porcelaine réduit au four. Donc, il faut une base qui va réduire au même format que le dahlia. Puis, ces bases-là, maintenant, on les rachète
pour les vendre aux boutiques, pour qu'ils puissent avoir des présentoirs. Donc, ils ont des petits présentoirs en porcelaine qui viennent pour assir le dahlia en boutique. Ça nous permet comme ça de justement repasser une partie de notre production qui, elle aussi, serait jetée sinon. Ah, c'est trop bien ça, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, du coup, on a mentionné plusieurs fois Ariane, qui est ta responsable commerciale. Et là, tu viens de mentionner la personne qui fabrique la porcelaine, donc madame, j'ai oublié. Oui. Comment? Bousquet? Oui. C'est ça. Et donc là, vous êtes 3, vous êtes combien maintenant? Vous êtes plus? En fait, la compagnie en tant que telle, on est 2. OK. On est moi et Ariane. Ariane qui s'occupe des médias sociaux et de la démarche aussi avec nos boutiques puis nos affiliates. C'est vraiment, Ariane, c'est mon bras droit, là. C'est vraiment, j'ai été extrêmement chanceuse de tomber sur elle, là. Je l'ai trouvée, dans le fond, elle étudiait au HEC en e-commerce. Elle faisait une maîtrise en e-commerce, puis un de leurs projets de fin d'études devait se faire en entreprise pendant 5 semaines. C'est une équipe de 5. Puis moi, j'ai postulé pour avoir un groupe de participants cette année-là. Puis Ariane, en 2 jours, à partir du moment où est-ce qu'elle a su qu'elle travaillait sur mon entreprise, puis où est-ce qu'elle était assise devant moi, elle connaissait tout de l'entreprise. Puis elle avait plein d'idées que même moi, j'avais eues, que j'avais partagées avec personne, mais elle avait déjà ces idées-là. Fait que clairement, on a la même vision d'où va l'entreprise, qui est vraiment essentielle, surtout pour quelqu'un qui gère les médias sociaux. Donc, c'est puis moi qui s'occupe de tout ce qui est design, production, gérer les manufacturiers, tout ce qui est administration, comptabilité, etc. Puis, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est que nous, on design, puis on va chercher des artisans au Québec qui ont la capacité de faire ce qu'on veut fabriquer. Donc, eux ont déjà leur propre compagnie, ont déjà leur propre ligne de produits. Puis nous autres, dans le fond, surtout pour des céramistes, ils vendent beaucoup de leurs produits à Noël ou à l'été. D'accord. Mais majoritairement à Noël, fait que le reste de l'année, ils font pas beaucoup d'argent. Fait qu'après ça, nous, de revenir dans leur période creuse pour leur donner du travail plus stable, c'est un peu l'idéal. Puis nos chandelles aussi, même chose. Là, c'est quelqu'un qui a une compagnie de chandelles de soya qui travaille pour nous. Puis souvent, on va aller chercher leur expertise, que ça soit la fille des chandelles qui a développé le mélange avec nous pour avoir le bon mélange exact pour leur chandelle de massage, ou l'huile de massage, on est allé chercher des gens qui se spécialisent dans les huiles essentielles au Québec, c'est vraiment les experts. Comme ça, dans le fond, c'est tous des domaines que moi, je pourrais pas maîtriser aussi bien qu'eux. On sait où est-ce qu'on veut aller en termes de produits, puis à ce moment-là, on travaille avec eux pour avoir vraiment le produit de la meilleure qualité possible avec leur savoir-faire, là, puis nous autres, on le met en marché par la suite. Ok, oui, c'est vrai que du coup, on n'a pas encore parlé des autres produits. Donc, c'est cette bougie de massage, l'huile de massage. Et en fait, je viens de voir et j'avais pas vu avant qu'il y a aussi, comme on appelle ça là, du coup, t'as marqué bath bombs. C'est les boules. Comment? Les bombes de bain. Ouais, bombe de bain, tout simplement. Mais je sais plus, on dit pas bombe, boule à bain, je sais plus comment on dit. Okay. Et aussi, là, je vois qu'il y a des masques pour la nuit aussi, j'avais pas vu. Et ça, tout ça, vous êtes allé chercher, du coup, des artisans différents, en fait. Les bombes de bain, dans le fond, un peu comme notre lubrifiant qui est en vente sur notre site, c'est des compagnies externes qu'on aimait beaucoup leurs produits. On est allé en chercher une certaine quantité pour les rajouter dans notre boutique. Parce que des fois, on a beaucoup de clients du Québec, entre autres, là, qui aimeraient ça acheter d'autres produits avec ce qu'ils achètent chez nous, mais on vendait que les jouets érotiques ou l'huile de massage. Donc, c'est ça, il y a certains produits qu'on va aller chercher à l'externe. Les masques, dans le fond, c'est qu'on voulait faire une collection plus complète pour justement jouer plus sur les 5 sens. On a les chandelles avec les odeurs, on a les textures avec les produits qui sont mâts, puis on voulait s'assurer d'aller chercher aussi d'enlever le sens de la vue pour aller travailler plus justement sur les autres sens. Donc, j'ai designé un masque. J'étais allée chercher, moi, des échantillons de tissu. J'ai fait des prototypes. Puis après ça, une fois que j'avais le design que je voulais, on a trouvé des couturières pour faire le masque. Ok, c'est trop bien. Parce que il y a vraiment toute une réflexion sur comment vous parlez, vous abordez la sexualité, en fait, depuis le premier produit et là, maintenant,
quand vous avez développé d'autres produits avec en partenariat, quoi. Ok. Et justement, pour parler de sexualité plus en général, tu me disais que c'était pas le bon moment en 2013 quand tu as lancé ton produit, que ça se développe de plus en plus là depuis ces 2-3 dernières années. Mais est-ce que moi j'ai cette impression, alors je sais pas si c'est le cas au Canada, que c'est voilà beaucoup d'entreprises, par exemple donc de sextoys, ou même de rencontres, peu importe, créées par des femmes, ce qui est très bien parce qu'il y avait très peu de femmes déjà en général en tant qu'entrepreneur, mais alors aussi dans ce milieu-là, donc autant reprendre le pouvoir sur notre sexualité. Mais du coup, c'est souvent les femmes pour les femmes, et je me demandais si tu voyais d'autres projets, ou si tu avais l'impression qu'il y avait ces d'autres projets qui émergeaient en termes complètement inclusif en fait, qui s'adresse à tout le monde, aussi aux personnes transgenres. Est-ce qu'il y a tu vois d'autres initiatives comme ça émerger outre-Atlantique pour nous, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, mais ça reste quand même encore assez petit, quoi. Oui, définitivement. Je suis très contente qu'il y ait plus de femmes dans le marché, surtout qu'à l'époque, la plupart des manufacturiers qui créaient des jouets érotiques, c'était des hommes ingénieurs qui créaient des jouets pour femmes. C'est un peu problématique, là. J'aime pas me faire vendre un jouet érotique comme une tondeuse ou comme un ordinateur, là. Mais dans les dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. C'est sûr que on commence à voir une petite émergence de compagnies de jouets plus inclusifs, plus pour les trans. Entre autres, un de nos nouveaux revendeurs aux États-Unis qui s'appelle NB est une boutique purement trans-queer. Heureusement, ça s'en vient, mais il y a encore beaucoup de barrières pour eux. C'est sûr que de faire des jouets pour nous, des jouets qui sont non colorés aussi, ça aide. Puis je pense aussi que c'est un apprentissage pour tout le monde. Là. Au départ, le Dahlia, on appelait ça un explorateur féminin. Mm-hmm. Puis, on a des boutiques avec qui on est en très bons termes, là, qui nous ont dit, ben nous, on n'est pas à l'aise que tu écrives le terme féminin parce que c'est trop contraignant. Puis tu sais, moi, j'ai ma propre réalité, là, j'ai mon propre set d'expérience, je suis quand même limitée dans ce que je sais. Fait que, tu sais, d'avoir des entrepreneurs qui sont ouverts, qui sont attentifs aussi au discours de leurs différents clients, de leurs différents associés, je pense que ça va être essentiel dans l'avenir pour créer des entreprises qui sont plus inclusives, tant en termes de produits qu'en termes d'entreprises en elles-mêmes, là. Moi, ce que j'aimerais voir aussi, c'est beaucoup plus d'entreprises issues de minorités. Parce qu'en tout cas, en Amérique du Nord, moi, de ce que je vois, puis bon, je prêche contre ma paroisse, là, mais tu sais, c'est toutes des femmes cis, blanches, hétérosexuelles, classiques, puis ça vient beaucoup limiter le point de vue. Tu sais, comme nous, moi, j'adorerais pouvoir faire le Dahlia dans différentes teintes de blanc, si on veut, là, de sortir un peu du blanc classique pour, tu sais, si on pouvait en faire un noir, si on pouvait en faire un brun, tu sais, de sortir des couleurs qui peut-être, tu sais, les gens, je pense parce qu'on a déjà eu 1 ou 2 commentaires à ce sujet-là, qu'il aurait aimé ça avoir des teintes de peau peut-être plus inclusives, même si c'est pas une teinte de peau, là, il est blanc. Ouais, c'est juste le blanc de la porcelaine pour le coup, mais ouais, je comprends, ok. Tu sais, on aimerait ça. C'est sûr qu'on regarde aussi éventuellement d'autres matériaux, parce que la porcelaine, on est limité dans les couleurs, surtout qu'on peut pas la glacer au complet, là, c'est des problèmes techniques. Mais tu sais, d'avoir des compagnies de jouets érotiques aussi que ça soit les noms, que ça soit le branding, tu sais, de sortir un peu des notions de genre, pour moi, ça va être essentiel dans l'avenir, là, de faire beaucoup plus d'inclusivité, que ça soit des photos, tu sais, au début, nous, on avait fait des photos la première année pour, justement, de couple. Puis oui, on a fait des photos où est-ce que c'est des jeunes gens blancs en couple, là, hétérosexuels. Bon, c'était un couple d'amis à moi, fait que c'était plus facile. Ils me chargeaient pas de salaire pour être là, mais éventuellement, on aurait adoré faire des photos avec des gens de couleur, avec des gens qui ont plus de poids, avec des gens qui ont des handicaps. Je pense que il va falloir qu'on... Oh, excuse-moi. Vas-y, hein, tu dois ouvrir, non? Peut-être. Les joies d'avoir transféré l'atelier à la maison. Ah oui, parce que là, parce que l'atelier, du coup, c'était un lieu à part, j'imagine, et là, à cause du
enfin, je sais même pas, j'avoue, je suis plus trop l'actualité en ce moment, ça me déprime trop. Et du coup, je suis encore moins au courant de ce qui se passe à l'étranger, sauf quand ça m'intéresse pour le Japon ou quoi. Mais du coup, vous êtes confinés, t'as du tout transféré chez toi, comment ça se passe? Oui, on a tout transféré à la maison assez vite. C'est sûr qu'on avait quand même beaucoup de choses qui se font juste sur l'ordinateur, mais l'atelier a été transféré complètement chez moi. Puis nous autres au Québec, dans le fond, on est extrêmement confinés, si je puis dire, là. On a été très confinés au printemps, puis là, depuis septembre, c'est seulement les bureaux, puis c'est pas à capacité pleine. Attends, vous êtes confinés chez vous depuis Ben, septembre? certaines personnes peuvent aller au bureau, mais c'est pas recommandé. Puis nous, ben, moi, dans le fond, je suis tombée enceinte fin septembre. Donc, j'essaie de prendre le maximum de précautions aussi Bien pour sûr. pas m'exposer. Ariane aussi a un enfant de 1 an et demi. Donc, moi, j'ai dit, travail de la maison, ça va être beaucoup plus simple là, pour toi, puis pour gérer l'horaire et tout. Là. Surtout qu'il y avait des jours, il y a des fois où est-ce que lui, il pouvait plus aller à la garderie, c'était pas permis. Donc, ça aide beaucoup. Alors, on a tout transféré à la maison. On a fermé temporairement le bureau pour s'assurer que, dans le fond, on limitait nos déplacements. Mais ça fait que ma cuisine est un atelier depuis les 10 derniers mois. Mais parce que du coup, pour la production, normalement, c'est dans l'atelier Mais dans le fond, j'ai encore oublié son nom, mais oui, de la personne qui fait la porcelaine, oui. normalement. Mais dans le fond, ces productions-là se font encore à ces endroits-là. C'est que nous autres, on récupère les produits puis on assemble tout. Donc, nous, on a les Bien sûr. boîtes, on a les sacs, etc. Même depuis un certain temps, c'est moi qui fabrique les sacs parce qu'on n'a plus de couturière pour l'instant. Donc, l'assemblage se fait ici, mais sinon, le gros de la production céramique se fait chez nos céramistes. Fait qu'au moins, c'est déjà ça, mais tout ce qui est l'inventaire, parce que dans les boîtes, on a des livrets, on a des sacs, on a des cartes d'authenticité, tout ça doit être stocké. Donc, c'est stocké dans mon garage. Puis, on Bien fait sûr. l'assemblage tout ici. Ok, d'accord. Et je vais pas t'embêter trop plus longtemps, mais du coup là on parlait un peu de juste pour finir là-dessus sur ce que tu imaginais. Et c'est vrai que souvent une question, ce que t'imaginais pour plus tard dans le type d'entrepreneur ou même de projet, de produits vendus, donc que ce soit plus inclusif. Est-ce que souvent je posais la question, c'est quoi la sexualité dans le futur pour toi? Est-ce que il y a des enjeux qui sont plus importants, donc en plus de l'inclusivité évidemment, des choses que tu aimerais voir émerger comme entreprise ou association ou projet? Ben, j'aimerais beaucoup voir émerger la norme sur la qualité des matériaux. Pour moi, c'est Mmh. vraiment quelque chose qui est essentiel. J'aimerais aussi que les instances gouvernementales, les banques, tout ce qui est public soit plus ouvert aussi à des projets qui soient éthiques en sexualité, que ça soit juste nous autres, il faut qu'on ait des assurances de manufacturiers. Ben, à chaque année, c'est l'apocalypse pour se trouver quelqu'un qui accepte juste de nous assurer, puis on paye des primes phénoménales juste parce qu'on fait des jouets érotiques, ce qui pour moi fait pas de bon sens. C'est vrai que oui, le sujet de l'assurance, c'est évident. J'y avais même pas encore vraiment pensé parce que pour l'instant nous c'est nouveau, mais on m'en Ouais, avait pas mais encore parlé. On m'a toujours parlé la banque, les financements, mais on m'a pas parlé encore de l'assurance. Mais après vous encore plus, sachant qu'aussi la matière quoi, peut-être, je sais pas. oui. Ben, c'est pas tant la matière que le fait que ça va interne. T'sais, on vend des produits qui Bien vont sûr. aller à l'intérieur des gens. Donc là, c'est problématique. Aussi, on a peur qu'un jour PayPal décide de couper notre compte parce qu'on vend des jouets érotiques, parce qu'ils viennent de couper des comptes sur Pornhub d'actrices porno. Bon, on s'entend, c'est pas exactement la même catégorie, mais c'est assez proche pour Bah, que souvent on est mélangé, enfin la pornographie, dès que tu fais quelque chose dans la sexualité, finalement c'est comme de la pornographie pour Oui, les oui, banques quoi. pour tout le monde. Ouais. C'est comme si on faisait de la pornographie ou des danses érotiques privées. Là. Puis, tu sais, que ce soit les concours. Tu sais, oui, j'ai gagné des concours quand j'étais à l'université, mais après ça, tous les autres concours d'entrepreneuriat,
auxquels j'ai appliqué, les gens m'ont dit on te donnerait le prix demain matin si tu fais n'importe quoi d'autre, mais on n'est pas à l'aise de donner ça à une entreprise qui fait des jouets érotiques. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure, mais je t'ai pas coupé parce que voilà, je voulais savoir, mais j'étais très étonnamment surprise dans le bon sens que HEC Montréal, alors peut-être pas, même d'autres concours de design, etc. Et enfin vous ont remis ce prix, quoi. Enfin, je me suis dit, mais c'est trop bien, une exception. Et en fait, non, pour les autres concours, tu as eu le même problème, en fait. Pour les autres concours, j'ai eu le même problème. J'ai parlé parce que je suis restée en contact avec des professeurs du HEC qui m'invitent souvent dans leurs cours pour comme brasser un peu leurs élèves, les déstabiliser. Puis, ils me disaient qu'un des gros concours sur lesquels j'ai gagné, les juges étaient très mal à l'aise de donner ça à des jouets érotiques. En plus parce que c'était une compagnie publique qui donnait l'argent. Puis les juges à un moment donné, ils sont assis puis ils se sont dit oui, mais si c'était pas des jouets érotiques, est-ce qu'elle gagnerait quand même? Est-ce qu'on lui donnerait l'argent quand même? Puis j'avais tellement bien présenté, j'étais tellement professionnelle dans mon approche, puis ça avait été tellement bien travaillé qu'il se disait si c'était n'importe quoi d'autre, on lui donnerait l'argent. Puis là, vu que c'était dans un contexte quand même scolaire, ils se sont dit j'ai pas de conseil d'administration à qui rendre des comptes. Donc ils ont été un peu plus souples dans leur remise de prix, là. Ok, ouais. Bon, c'est ça à travailler aussi. Et écoute, super. Est-ce que tu veux partager quelque chose par rapport au désirable, un projet à venir, une manière de vous suivre, tout ce que vous faites Oui, en fait, on est en train de travailler sur un nouveau dildo vaginal, plus pour aller travailler sur le point S de mémoire, là, qui est vraiment sur le col de l'utérus. Non, le point A, pardon. Alors là, j'ai pas du tout. Tu m'apprends vraiment quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le point A, c'est presque aussi nébuleux que le point G. Ça serait un point érogène qui serait vraiment sur le col de l'utérus, sur la périphérie. Souvent, les gens qui vont aimer la pénétration profonde, ça va être ce point-là qui va être stimulé. Donc, on voulait faire un autre dildo qui va aller stimuler un autre point intérieur pour favoriser l'exploration. Donc, on est en train de travailler puis on est en train de travailler sur notre premier produit pour la prostate aussi. Trop bien. C'est sûr que c'est toujours plus long parce que tu sais, on a le processus de design, oui, on fait des sketchs, on fait des choses comme ça, puis après ça, on les fait imprimer en 3D pour valider la forme, on va faire des tests, puis après ça, il faut qu'on fasse des moules, il faut qu'on fasse des tests de production. Donc, probablement que celui pour le point A risque d'arriver février-mars. Celui pour la prostate, peut-être même fin du printemps. Même si on a commencé à travailler sur eux en mai l'an dernier, on a eu tellement de choses cette année qui sont arrivées que ça ralentit un peu le processus. Puis aussi, on a lancé tranquillement pas vite une compagnie sœur qui vend dans le fond une compagnie quoi? Une compagnie sœur qui est dans le fond une compagnie parallèle à Désirable. OK. Qui, elle, on se spécialise dans les accessoires pour la rééducation pelvienne. D'accord, trop bien. Fait que c'est vraiment ciblé. On parle plus du tout de sexualité, on parle vraiment juste de rééducation pelvienne. Souvent parce que les gens, quand ils sont en douleur pelvienne à un certain niveau, sexualité, c'est même plus dans leur priorité, là. Donc, on travaille à réduire la douleur avant de travailler sur la sexualité. On travaille avec des physiothérapeutes, des choses comme ça. C'est des produits, dans le fond, qu'on vend aux physiothérapeutes pour leurs clients. Donc, on a lancé ça aussi, ce qui nous tient quand même beaucoup occupés. Puis, si les gens veulent nous suivre, moi, je leur conseille fortement de nous suivre sur Instagram, qui est notre plateforme la plus active, la plus inspirante, à Désirable avec un S-E-D sur Instagram. Puis sinon, on a aussi un Pinterest, un Facebook. On a aussi quelques articles de blog qui sortent régulièrement sur plein de sujets, dans le fond, qui sont en lien avec nos valeurs. Là, on est en train de travailler, en fait, Ariane est en train de finaliser un article sur la masturbation 101. Plein d'informations utiles sur la masturbation. On en a d'autres sur comment mieux vivre avec une diminution de libido ou comment ramener son désir sexuel quand on n'a plus assez, si c'est quelque chose que les gens veulent. Parce que, tu sais,
Nous, on est tout le temps très pro, pas de pression de performance. Si t'es bien avec ton niveau de sexualité que t'as dans la vie, fie-toi pas à ce qu'il y a dans les magazines pour le ramener à un niveau plus haut, là. C'est juste qu'est-ce qui te fait te sentir bien toi. Puis à ce moment-là, fait que c'est beaucoup, on essaye de changer un peu le discours puisqu'on trouve que c'est un discours très normatif dans les magazines ou les publications grand public, là, dès qu'on s'en va un peu plus. Oui, parce que même si, par exemple, des journaux, des publications grand public, comme tu dis, commencent parfois à se libérer et à oser parler de sexualité, ils en parlent pas toujours de la meilleure des manières. Enfin, ça a l'air libéré, mais finalement, ça devient une autre injonction qui va être l'injonction à l'orgasme ou l'injonction à se masturber et à avoir un orgasme. Au pire, c'est pas grave si on le trouve pas tout de suite ou si on l'a pas tout de suite, quoi. Ouais. Oui. Puis, ou si on le pas et qu'on se fait juste plaisir comme ça, quoi. Définitivement. Un des problèmes, moi, que j'avais trouvé beaucoup, c'est que les gens m'ont parlé beaucoup en statistiques. Mais il faut toujours parler en nuances de gris, là. Dès qu'on parle à des humains, tu peux pas rentrer dans une statistique. Puis dès que tu sors des statistiques, oui, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, mais pour commun des mortels, on va juste se dire, je suis pas dans la norme. Puis il y a pas beaucoup de gens qui sont très à l'aise d'être vraiment pas dans la norme, dans plein de domaines. Donc pour moi, parler statistique, on en parle, là, mais c'est plus d'un côté informatif que vraiment normatif, là. Ben, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci, Manon. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, va mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, voire même un commentaire, ou juste abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup. Pour avoir testé depuis cet enregistrement le fameux Dahlia dont on parle, je ne peux que confirmer la qualité, la délicatesse, l'efficacité, la beauté de cet outil d'exploration, comme dit Isabelle. Retrouve sa description détaillée sur Talk Univers et en description de cet épisode. Merci beaucoup et à très vite.